Les informations avec Elsa Ruot. Bonjour à toutes et tous. Les députés LR pourraient s'abstenir sur le vote du budget de la sécurité sociale. C'est ce que défend le président de groupe Laurent Wauquiez, qui ne veut pas être un facteur de blocage. À droite encore, le MoDem compte voter pour, mais pas le groupe Horizon. L'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale est donc encore loin d'être assurée. Le vote est prévu en fin de journée. Et les fédérations hospitalières, elles estiment que l'adoption du budget de la Sécu est une nécessité absolue pour leur secteur. Dans un communiqué, les hôpitaux appellent aussi à augmenter de 3% leur enveloppe budgétaire pour 2026. Une semaine après la mort de 3 jeunes dans une sortie de route à Alès dans le Gard, les analyses indiquent que le conducteur avait consommé du gaz hilarant. Selon le procureur de la République, un taux relativement important de protoxyde d'azote a été relevé chez le conducteur de 19 ans. Il avait aussi consommé de l'alcool et du cannabis. Les condamnations sont nombreuses au lendemain de la diffusion d'une vidéo de la première dame Brigitte Macron. Y critique des militantes féministes qui ont perturbé le spectacle d'Harry Habitant, les traitant de sale conne. De nombreux responsables politiques l'appellent à présenter des excuses. C'est le cas des députés François Ruffin et Clémence Guettet. Son insulte est aussi largement reprise comme un slogan par les associations féministes. La procédure contre Harry Habitant, accusé de viol, avait abouti en début d'année à un non-lieu. Elles ne sont plus Miss Aquitaine et Miss Provence. Julie Zetouni et Aoina Laïtet, destituées aujourd'hui après leurs propos injurieux contre les finalistes de Miss France. Une vidéo privée avait été relayée sur les réseaux sociaux. On les voyait critiquer et insulter le top 12 du concours en coulisses. Ces paroles et cette attitude sont en totale contradiction avec les valeurs des comités, précise le communiqué. Enfin, le retour de la Ligue des champions de foot ce soir, 6e journée. Et Marseille se déplace sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. Monaco affronte à domicile les Turcs de Galatasaray. Le coup d'envoi de ces deux rencontres, c'est à 21h. Voilà pour ce point sur l'actualité. Très bon début d'après-midi à notre écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va parler de nos émotions parce que nos émotions, ça parle beaucoup de nous. Elles sont essentielles et il est également essentiel de les laisser circuler, sinon elles vont rester coincées en nous et ça fait bien des dégâts. C'est le sujet qu'on va aborder tout particulièrement aujourd'hui en compagnie de Michel Odoul qui va nous expliquer dans un instant ce qui se passe, par exemple si on laisse la colère se manifester à l'intérieur de nous. Alors c'est pareil pour les autres émotions évidemment. Et puis figurez-vous que chaque émotion correspond plus particulièrement à un organe. Alors les poumons sont en corrélation avec la tristesse, la peur avec les reins et la colère, je crois que c'est avec le foie, mais Michel Odoul va tout de suite me dire si c'est bien ça. En tout cas, ce qui est important, c'est savoir que la joie est en lien avec le cœur. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien, à communiquer votre joie de vivre parce que ça ouvre le cœur bien mieux encore que le footing du matin. Et on a besoin de garder le cœur ouvert. Vous avez envie de témoigner, vous nous appelez au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte avec votre témoignage ou votre numéro de téléphone si vous avez envie d'être rappelé au 7 20 18. Michel Odoul, vous êtes en joie ? Oui, je suis en joie, Brigitte, puisque je suis là. Oui. Eh bien, bonjour, nous sommes en joie tous les deux. Et vous êtes d'accord, hein, c'est avec le cœur, la joie. Bien sûr. Bien sûr. Mais de toute façon, quoi qu'on vous dise, regardez uniquement ce qui se passe physiquement parlant quand vous êtes joyeux et en joie. Vous avez votre rythme cardiaque qui a augmenté, vous avez la chaleur qui vient dans le corps. Voilà. Donc oui, bien sûr, et avec une telle amplitude que la joie est d'ailleurs quelque chose qu'on a un besoin irrépressible de partager. Et ça fait partie. Il faut. Enfin, oui, il faut absolument. Peut-être pas un enterrement quand même. Peut-être pas un enterrement, mais encore ça va dépendre des cultures. Vous avez des cultures dans lesquelles pour aux enterrements on chante, on danse, etc. Est-ce que la mort est une fin définitive ou le passage vers autre chose ? Est-ce qu'on est dans la tristesse de l'être qu'on perd ou est-ce qu'on est dans la joie du fait que sans doute il va aller vers de meilleurs cieux si vous voulez, Cela étant dit, moi j'ai constaté lors d'enterrements de personnes de ma famille comment après, le soir, quand on se retrouvait, on partageait des moments où il y avait quand même beaucoup de joie qui circulait et je crois que c'est important aussi. Oui, mais notamment la joie de réévoquer tous ces moments de joie qu'on avait partagés avec la personne qui est partie, bien sûr. Absolument. Et c'est là où on voit la force. On a souvent une tendance à ne penser qu'on est habité que par des souvenirs qui sont de mauvais souvenirs ou des souvenirs compliqués ou tristes, etc. Et on se rend compte dans ces moments-là combien on est aussi habité par
énormément de souvenirs extrêmement agréables, qui nous ont fait un grand bonheur et un grand plaisir, et que malheureusement au quotidien, on a un peu tendance à oublier, oui. C'est toute la différence entre la nostalgie et la mélancolie. Et oui. Et oui. Et alors, passons en revue les trois autres émotions. Alors l'émotion centrale de la joie, du plaisir, du bonheur qui est associable à l'énergie du cœur. Vous évoquiez la question de la colère. Oui, elle est associable à l'énergie en médecine chinoise et au niveau organique avec l'organe foie. D'ailleurs, cette émotion, lorsqu'elle devient excessive, etc., a des conséquences biologiques au niveau du foie. De la même manière que la joie ou le passionnel, on l'évoquera, je pense sans doute, peut avoir, lorsqu'elle dépasse certains seuils, des conséquences au niveau cardiaque. Ensuite, l'émotion, qui est une émotion un peu particulière, qui a à voir avec la rate et le pancréas, qui est ce qu'on appelle l'envie. Mais l'envie dans le sens noble, c'est-à-dire pas dans le caractère envieux, mais dans le fait de dire ça, j'ai envie, j'aurais envie d'acheter ça, j'aurais envie de faire ça, j'ai envie de faire ce voyage. C'est-à-dire ce qui nous pousse à essayer de nous approprier quelque chose, et qui est une émotion un peu particulière, qui est un peu une émotion intermédiaire qui se partage avec les autres, mais qui est fondamentalement, au propre comme au figuré, une émotion qui nous nourrit énormément à partir du moment où on est capable de les remplir. Parce que quand on n'a plus envie, voilà. C'est pas bon. Ensuite, effectivement, la tristesse qui est associée au poumon. On est là dans tout ce qui est cette dimension particulière. Alors, en sachant une chose, c'est qu'une émotion est toujours positive. C'est-à-dire l'émotion, c'est ce qui met l'individu en mouvement. Ça vient d'ailleurs du latin emotere, qui veut dire mettre en mouvement. Et donc l'émotion, quand elle est ce qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire exprimée à un niveau d'intensité et au moment qui convient, elle va devenir un véritable moteur pour l'individu. Et que ce n'est que quand elle est dysfonctionnelle que ça ne va pas. Et l'émotion de tristesse, eh bien, c'est celle qui nous permet de tourner la page. C'est celle qui nous permet justement de rentrer dans l'acceptation, qui nous permet le deuil éventuel, quel qu'il soit. Et cette notion de tristesse est très importante. Il faut savoir que même physiquement, par les larmes de tristesse, on évacue des toxines que sinon on n'évacue jamais. Mais c'est intéressant parce que on voit aussi quand quelqu'un est triste, il y a une position du corps qui se replie un petit peu comme si il encadrait mieux ses poumons. Enfin, on peut aussi parler de ça, quoi. Le corps il exprime très clairement l'émotion qu'on est en train de... Dans la joie, le corps se gonfle, le visage devient rouge, toutes les choses prennent de l'intensité. Dans la tristesse, au contraire, on est dans l'involution, on est dans l'introversion. La personne qui est triste, elle revient à elle rentre dans cette espèce de gestuelle qui fait un petit peu comme si elle allait se prendre dans les bras quand on prend et on cajolle un enfant qui est triste. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à il faut y aller. À croiser les bras sur la poitrine pour justement protéger les poumons. Bien sûr. Et si on le peut, que le contexte le permet et le favorise, c'est vraiment fondamental d'accueillir cette tristesse, de se donner le droit de pleurer. Nous sommes malheureusement décastrés de ce sentiment-là. On nous a appris qu'il ne faut pas pleurer, c'est pas bien, etc. On tue une partie de l'être, on érafle son âme quand on l'empêche d'exprimer la tristesse. Puis il faut qu'elle circule, de toute façon. Et c'est par exemple le cas dans le deuil, quand il y a un être qui est cher, qui est perdu, on a tendance à dire à son père ou à sa mère, enfin, etc., non mais ne pleure pas, etc., etc. Au contraire, donnons-nous à nous le droit d'exprimer la tristesse que l'on ressent, de la partager avec l'autre, pleurons ensemble, parce que ça va nous permettre de nommer les choses comme il convient, et c'est un ingrédient fantastique pour pouvoir se permettre derrière d'avoir un deuil qui se passe tout à fait normalement. Et il reste la peur. Et il reste la peur qui est associée au rein. Alors il faut comprendre là aussi que la peur est une émotion extrêmement positive à condition qu'elle soit fonctionnelle. Parce que la peur, c'est ce qui permet de poser des limites. C'est ce qui nous permet... Et puis d'éviter un danger. C'est ça. S'il y a un cobra qui rentre dans le studio, moi je vous laisse avec, moi je m'en vais. Oui. Alors après, chacun a ses grades où il pose les limites de la peur, etc. Mais tous les grands champions de sport automobile, etc., quand on leur dit « mais vous n'avez pas eu peur », bien sûr que si j'ai peur, c'est le jour où j'ai plus peur, j'arrête parce que je serai en danger. C'est-à-dire que la peur est donc quelque chose qui nous pose des références, qui s'appuient d'ailleurs sur des archétypes et des archaïsmes qui sont extrêmement puissants. Et donc, elle est très très positive, à condition qu'elle ne devienne pas, elle aussi, dysfonctionnelle ou excessive, parce qu'à ce moment-là, elle tétanise. Et c'est là où elle nous met en péril. Oui, et puis si on a peur de tout, on n'ose plus vivre. On n'existe plus. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, moi, il y a une question que je vous pose, Michel Odoul, parce que c'est quelque chose que je remarque depuis que je fais cette émission.
les gens ont beaucoup de mal à exprimer réellement l'émotion. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, me dire de manière très, très générale, oui, j'ai peur. Mais quand on leur demande, mais vous avez peur de quoi ? Où ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en colère, alors que dans leur témoignage, on sent cette colère sous-jacente qui n'arrive pas à s'exprimer. Comment se fait-il qu'on ne soit pas assez capable d'être conscient de l'émotion qu'on ressent et pourquoi on la ressent? Plus capable. On est de moins en moins capable de ça. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, qui est la raison fondamentale, qui est une raison, comment on va dire ça, structurelle, culturelle de nos époques actuelles, c'est que nous avons shunté notre capacité à exprimer, voire à ressentir des nuances. On a exactement la même chose, par exemple, avec les saveurs. Quand vous mangez avec quelqu'un, demandez-lui de décrire les saveurs qu'il ressent, etc. Ça va être très très limité en termes de capacité à exprimer ça. C'est bon ou c'est pas bon, quoi. Voilà, et le nombre de mots de vocabulaire permettant d'exprimer ne sont plus là. On a donc du mal à exprimer ça. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans des cultures dans lesquelles il y a une prévalence pour les ressentis sensoriels de type plaisir, satisfaction tournés vers l'extérieur. Or, l'émotion est une information qui vient de l'interne. Oui, on ressent son émotion. Voilà, nous ne savons plus la ressentir, la percevoir, et lorsque nous la percevons, étant donné qu'elle est quelque chose qui est problématique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites un mot de travers, et immédiatement ça s'enflamme à l'extérieur. Et donc petit à petit, on est en train de rentrer dans une espèce d'auto-castration, même je dirais, du potentiel d'expression de ce que l'on ressent réellement. Donc, on rentre dans le consensus mou, on donne un visage qui est lisse, on donne aucune prise. Donc, tout est pareil, quoi. Tout est pareil et surtout, tout va bien. Tout est pareil, tout est parfait, tout va bien. Regardez comment sont aujourd'hui, que ce soit les émissions de radio, les émissions de télé, ou les moments où on se rencontre dans le monde du travail, faut rigoler. Faut rigoler parce que pourquoi ? Parce qu'on est plein de larmes à l'intérieur. Et donc, on essaye de se constituer une espèce d'apparence, qui est une apparence parfaite et lisse. Alors que oui, l'émotion, elle a besoin d'être accueillie en tant que telle et elle a besoin d'être nommée. Ça fait partie même des grandes clés de la communication. C'est en ça où, éventuellement, se donner les moyens de repérer ce qu'on appelle le langage corporel ou le non-verbal, qui vont nous permettre de comprendre. Moi, je sais que dans mes formations à l'Institut, quand les praticiens sont arrivés à ce niveau-là, on leur donne des éléments qui leur permettent de percevoir ce qui est en train de se passer chez le patient, même s'il ne dit rien. C'est-à-dire comment, par ses réactions, son postural, ses gestuels, il est en train de dire « Attention, là, vous allez trop vite. Là, ça me gêne. Là, ça me pose problème. Là, je suis d'accord. Là, je suis pas d'accord. » Parce que la plupart du temps, comme en tant que praticien, vous êtes un référent, on n'ose pas vous dire. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans des époques et dans des cultures de lissage, dans des cultures d'un espèce de consensus mou dans lequel on est quelqu'un de bien s'il n'y a pas de vague, pas de problème, et que tout va bien. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Eh bien, on vous invite justement à venir nous raconter si ça va pas si bien que ça, si vous avez des émotions qui vous envahissent, s'il y a des petites choses que vous ne comprenez pas. On va essayer ensemble de décoder tout ça et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On va commencer avec Karen justement qui a envie de témoigner sur ce sujet parce qu'elle écoute son corps et on va savoir si elle ressent bien tout ce qui s'y passe. Sud Radio. Michel Audoulet est avec nous et dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est un petit peu votre Bible, hein, la Bible de notre santé. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, d'en profiter. Pourquoi ne pas l'offrir d'ailleurs pour Noël ? Ça peut être un beau cadeau à offrir à sa tante qui a toujours mal partout. Ça peut... On met même pour si on a des ados, etc. C'est inimaginable. Ils vont regarder en cachette, mais ils vont regarder. Mais oui, mais le nombre de messages que je reçois de jeunes ados qui sont pas très bien, etc. Qui disent je suis allé voir dans le bouquin de ma mère ou je suis allé, etc. Et oui, je pense que ça donne une piste, ça donne du sens. Et puis ça ramène juste à se poser la question, tiens, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Voilà. Déjà là, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, Karen est avec nous et je crois, Karen, que vous écoutez votre corps, vous êtes dans... Moi, je dis toujours, hein, le corps ne ment jamais. Donc, si on arrive à ressentir, normalement, on sait où on en est. Bonjour, Karen. Bonjour, Michel. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant très très longtemps. Et il y a un jour où, en fait, j'ai été obligée de l'écouter et je ne pouvais plus l'ignorer.
Et tout à l'heure, vous disiez... C'est parce qu'il a crié très fort, c'est ça? Oui. Il a crié très fort. Et en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait que les choses soient lisses. Et c'est vrai que quand tant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis de l'extérieur, je crois que écouter ses émotions, écouter ses ressentis, éventuellement en faire part ou les communiquer, ça peut être une preuve de, je vais pas dire de faiblesse, mais de vulnérabilité. En fait, on se met en situation de vulnérabilité. Et ça, on ne sait pas forcément le faire. Et écouter, parfois même le corps, parce que je trouve qu'il y a des moments où le cerveau est au courant de l'information, sauf qu'on décide de mettre le mouchoir par-dessus et on cristallise dessus et on se fait du mal. Et il y a des fois où le corps réagit même avant que l'information n'arrive au cerveau. Et notamment, je pense à ça quand on a un ressenti particulier vis-à-vis de quelqu'un, et pas forcément de manière positive. Vous savez, des fois, on a des gens qui envahissent notre espace personnel et on n'apprécie pas forcément que ce soit le cas. Et dans ce cas-là, on a tout de suite un moment où on se contracte parce que la personne est trop proche de nous, ou elle va nous parler trop fort, et il y a des choses qui vont nous déranger. Et là, le corps parle en premier. Et après, si on se pose la question, effectivement, on va se dire, ah oui, non, mais là, il est trop près de moi, il empiète vraiment mon espace personnel. Et il y a d'autres fois, je trouve, où on n'écoute pas du tout, ne serait-ce qu'un frisson, un léger ressenti, mais qui peut parfois en dire long. Et comme vous disiez tout à l'heure sur la description des aliments, sur la description des ressentis, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas, je trouve aujourd'hui, assez... alors pour les enfants, mais pour les adultes également. Alors ça arrive quand même régulièrement dans les couples, dans les familles, mais souvent effectivement il faut montrer que l'on va bien, qu'on a bonne mine. Un peu comme si la maladie et la tristesse pouvaient être contagieuses en fait. Et quand vous regardez la réaction des gens quand ils vous demandent si vous allez bien, ils n'attendent pas une réponse sincère les 3/4 du temps. Oui, c'est une formule de passe-partout. Comment ça va bon. Si l'autre nous répond pas très bien, on est bien embêté qu'il nous ait répondu ça et on se dit j'aurais pas dû poser la question. C'est ça. Comme si on savait pas. C'est quelque chose qu'on ne savait pas gérer en fait. On se sent, comme vous disiez au moment des enterrements, on se sent obligé d'avoir un certain comportement qui n'est pas forcément le plus approprié, ou celui qui est le plus adapté à la personne que l'on a en face de soi. Et je trouve que c'est dommage, qu'il faudrait vraiment... Mais vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant, sur lequel j'ai envie de revenir, Karen. Au début de votre témoignage, vous avez dit on n'ose pas montrer notre vulnérabilité. Et justement, je vous pose la question, pourquoi on n'oserait pas, et pourquoi vous n'oseriez pas montrer votre vulnérabilité? Parce que c'est la question qu'on doit tous se poser, parce que fondamentalement, quand on est avec des gens qui nous aiment bien, je ne parle pas évidemment dans la vie de tous les jours, pourquoi ne pas montrer nos fragilités, notre vulnérabilité? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense qu'il y a deux choses. Alors, il n'y a pas d'ordre de priorité, mais il y a le fait de prendre le risque de ne pas être aimé. À travers sa vulnérabilité, à travers ses manquements ou ce genre de choses, et la peur que ça, qu'il y ait un effet de, je vais pas dire de ricochet, mais que ça nous revienne en pleine figure en fait. Que l'autre en profite. Ouais. La peur de ne pas être aimé, comme s'il fallait tout le temps être fort, Michel Odoul. Bien sûr. Oui, il y a bien sûr qu'il y a cette idée-là qui est présente derrière. Il y a plusieurs choses derrière ce que vous dites. Évidemment que plus on va essayer de construire un personnage qui sera un personnage qui va paraître fort ou qu'on va vouloir montrer comme étant comme tel, plus le jour où ce personnage s'effondre, les gens ne vont pas comprendre autour. Et qu'une grande partie de la réaction qu'il y a à ce moment-là, nous en sommes les seuls responsables. Parce que c'est bien de faire le héros et de montrer que tout va bien, et etc. Il y a un moment donné où il faut faire une juste part des choses
entre ce qui est dissible et ce qui ne l'est pas, et entre ce qui est digne justement d'être exprimé ou ce qui ne l'est pas. Lorsque les petites misères que l'on a sont des petites misères secondaires, le respect de l'autre, c'est de ne pas le mélanger, de ne pas le mettre là-dedans, et effectivement lui donner une bonne apparence. Lorsqu'en revanche on a une vraie souffrance au fond, il n'y a aucun problème à la dire, à l'exprimer. Après, la question qui se pose, c'est comment elle est perçue chez nous. Parce que si cette vraie souffrance qui est perçue chez nous comme une faiblesse, nous allons penser que l'exprimer, ça va être montré être faible. La première des forces que l'on exprime et que l'on apprend, notamment dans certaines techniques d'arts martiaux, c'est justement au contraire de reconnaître la peur ou la difficulté pour être capable d'en faire quelque chose. Et que lorsqu'on est concerné par une souffrance qui est une souffrance en interne, il n'y a aucun problème à l'exprimer à l'autre, à condition de le faire d'une certaine façon. Si quelqu'un vous demande comment ça va, et que là vous commencez « Oh mais ça va pas, je suis pas bien, machin, etc. » Là vous allez rentrer effectivement dans un registre dans lequel l'autre, il va être un petit peu gêné ou embêté, d'abord par la dégradation éventuelle de l'image que vous donnez, mais surtout par le fait qu'il va inconsciemment interpréter ça en disant « Mais donc elle est en train de me demander que je l'aide ». Ouais. Et là, ce niveau d'implication-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à le faire, hein, à part des proches, des amis, des gens, où on voit la différence entre les copains et les amis. Si en revanche, quand quelque chose ne va pas du tout et que quelqu'un vous demande alors comment ça va, que vous disiez, bah écoute, en ce moment c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon, je gère et je fais ce qui convient, mais enfin tu m'excuseras si je suis pas toujours aussi disponible que j'aurais pu l'être. Là, il y a un tout autre discours, qui est un discours dans lequel vous nommez qu'il y a une tension qui existe, mais que vous nommez aussi une chose, mais je fais ce que j'ai à faire. Et là, vous n'êtes plus dans le registre de la victime. Vous n'êtes donc plus quelqu'un qui va commencer à faire peur ou à gêner l'autre un petit peu, qui risque éventuellement même de le ramener face à ses propres peurs à lui, à ses propres incapacités à exprimer lui les choses, etc. Et souvent, ce qui se passe à ce moment-là, vous allez avoir la personne qui va vous dire, bah, écoute, bah, c'est marrant ce que tu me dis, parce que tu vois, moi, c'était un peu pareil, en ce moment, j'ai tel et tel truc. Et voilà. Et à ce moment-là, on va discuter, après échanger sur les réponses et les solutions, et non pas sur le problème. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'on est... Je ne vais pas dire que c'est la société qui nous fait comme ça, mais on n'est pas sur une époque ou sur une génération où effectivement on se permet beaucoup ce genre de choses. On va dire. Nous, on est sur. Oui, les générations qui nous ont précédés ne se permettaient pas ce genre de choses parce qu'il fallait être fort. Et les générations d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés et des cultures de victimes. Hein. Aujourd'hui, c'est la victime qui a le pouvoir et qui a une vraie puissance. Oui, mais en même temps, parallèlement à ça, sur Facebook, il faut se montrer toujours le plus beau, le plus fort, le meilleur, ayant le plus d'amis. Enfin, on voit aussi qu'il y a tout ce côté. Mais Facebook, c'est comme quand vous allez dans une soirée, vous essayez de vous montrer sous toute meilleure apparence, vous mettez une belle tenue. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez très bien avoir des boutons dans le dos ou des choses qui vous grattent. Donc si vous voulez, l'idée, c'est bien comprendre que Facebook ou les réseaux sociaux, ce sont des espèces de vitrines. Qui sont des vitrines d'ailleurs qui peuvent être très malfaisantes et très malsaines. On voit bien les dégâts que ça fait au niveau d'une certaine population de jeunes, hein, que ce soit ou Facebook ou Instagram ou TikTok ou etc. Et que c'est vrai que là, il y a peut-être pour les parents une vraie difficulté, mais aussi une vraie responsabilité, qui est celle d'apprendre à leurs enfants justement à accueillir leur peur, leur souffrance, leur émotion, à la nommer. Plus on la nomme tôt, plus elle sera facile à régler. Plus on la laisse s'engranger, plus elle va prendre de la puissance à l'intérieur, et le jour où elle va s'exprimer, elle sera totalement dysfonctionnelle. Et elle sera dysfonctionnelle vers l'extérieur. Le cas classique, c'est la colère qui explose. On ne comprend pas pourquoi. On dit que la personne a pété un plomb, elle envoie balader tout le monde. Elle était pourtant gentille. Voilà, etc. Et d'un seul coup, ça explose. Ou, et ça c'est le pire des cas, ça va imploser. C'est-à-dire que là, l'émotion dysfonctionnelle va s'exprimer non pas dehors, mais dedans. Et c'est là où ça va conduire à une atteinte organique. Exactement. Mais vous avez, enfin, moi je constate, j'ai des amis qui ont des enfants, je veux dire en bas âge ou adolescents ou préadolescents. Je pense pas qu'il y ait fréquemment des moments où un des parents ou les deux parents vont prendre un moment pour demander à l'enfant comment il se sent, pour l'inciter à exprimer ses ressentis, ses émotions, etc. Et je trouve que c'est tellement dommage. Mais je vais vous donner une recette très basique, très simple. Il y a un truc extraordinaire qui va permettre d'aider tous les parents avec leurs enfants. C'est un dessin animé, enfin un film d'animation qui s'appelle Vice Versa. Bon, eh ben c'est remarquablement fait. C'est-à-dire c'est un dessin animé dans lequel on voit des personnages et en arrière-plan, il y a des personnages qui sont non connus, qui représentent l'inconscient, les choses qui sont en profondeur et qui disent eux tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors que sur l'enfant qu'on voit dans l'animation, il semble que rien ne se passe.
Et c'est vraiment extrêmement bien. Et comme c'est un film d'animation qui en plus techniquement est très bien réalisé, ça les enfants ils entendent. L'image ils la comprennent. Vice-versa, donc. Vice-versa, oui. Vice-versa, pardon. Et donc, tout simplement, il suffit un peu de les observer, ces enfants, et on voit bien quand même si on est capable d'observer. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Karen, de cet échange. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil. On va continuer les couleurs de l'amour, la suite d'hier. Et puis, on va jouer également, et on écoutera Flora, qui visiblement a des petits soucis avec la colère. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, vous n'avez pas écouté hier, puisque vous n'étiez pas là, les couleurs de l'amour. On a surtout parlé de l'amour-passion, de l'amour fusionnel, dépendant, etc. Aujourd'hui, on va parler d'autres formes d'amour, mais qui sont aussi importantes à comprendre. Je vais commencer par l'amitié, parce que l'amitié, c'est aussi de l'amour, et c'est assez proche, en fait, de l'amour familial dont on a parlé hier, sauf que il y a parfois une petite ambiguïté, notamment entre un homme et une femme. Alors, il n'y a pas de sexe dans l'amitié, mais parfois il peut y avoir peut-être une attirance qui n'est pas réellement consciente ou qui est consciente, mais comme les deux ne sont pas libres, ça ne se dit pas. Alors que je pense que c'est plus simple de le dire, comme ça les choses sont claires. Moi je pense que l'amitié entre un homme et une femme c'est tout à fait possible à condition qu'on soit clair. En revanche, dans cet amour-amitié, il y a généralement beaucoup de points communs. Et en principe, dépourvu d'envie et de jalousie, est plutôt teinté d'admiration. Donc c'est le côté positif de l'envie et non pas le côté négatif. Et il y a aussi un amour basé sur la confiance dans l'amitié. En général, on se fait confiance dans une belle amitié. C'est pour ça que quand on voit ce qu'est l'amitié, c'est normal qu'on n'ait pas tant d'amis que ça, parce que c'est pas la même chose que le copain. C'est clair et net. Le copain, c'est quelqu'un avec qui on partage momentanément quelque chose ou un centre d'intérêt ou des choses comme ça et avec qui on a des relations entre guillemets sympathiques. L'amitié est quelque chose effectivement de beaucoup plus profond, d'indéfectible. Je pense que la force véritable de l'amitié sincère, c'est une espèce d'inconditionnalité. C'est-à-dire que un ami, quoi qu'il nous arrive, il sera là. En principe. Quoi que nous fassions, il sera là. Ça ne veut pas dire qu'il sera d'accord, ça ne veut pas dire qu'etc., mais il sera présent et il répondra. Il ira nous voir en prison, même s'il n'est pas d'accord. Mais c'est ce qui fait la vraie rareté de l'amitié. On dit toujours d'ailleurs que dans les coups durs, c'est là où on les mesure, le nombre de personnes, voilà. Et c'est quelque chose, comme vous le disiez à juste titre, c'est assez proche de ce que c'est que le lien familial. C'est-à-dire, il y a une espèce de... Oui, un lien charnel. Il y a un pacte. Voilà. Et qui s'est fait à travers quoi ? Qui s'est fait à travers une grande partie de la relation inconsciente au départ, mais dans laquelle je pense qu'on a reconnu dans l'autre un pan de soi-même. C'est ça, les points communs dont je parlais. Et voilà, et une espèce de direction d'un regard qui est un petit peu le même, et qui n'est pas que le partage de l'instant. C'est-à-dire que l'amitié a cette force aussi, qui est que on peut partager des instants à rien et pour rien, simplement par le fait que la présence est déjà quelque chose qui nourrit. Et c'est très très puissant. Oui. Moi je dis souvent que j'ai des frères ou des sœurs de cœur qui sont des amis, des vrais amis. Alors après, je vais parler de l'amour de soi, qu'on appelle souvent estime de soi. Alors ça se construit dès notre arrivée au monde, et ça se construit ça se construit ou ça se déconstruit d'ailleurs toute notre existence. D'où l'importance de rester conscient de soi. C'est quelque chose qui est fragile. Parfois l'estime de soi, ou même si c'est solide, ça peut être par moments un peu abîmé. Donc et ça se travaille comme une vraie relation affective. C'est-à-dire que là, c'est pareil, l'estime de soi ou l'amour de soi, dans le bon sens du terme, pas le côté narcissique et nombriliste, mais le véritable amour de soi est un respect quotidien permanent. C'est-à-dire que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que à longueur de journée, quand on se regarde dans les vitrines dans la rue, quand on passe dans les miroirs qui sont dans les ascenseurs, dès le matin devant le miroir de la salle de bain, qu'est-ce qu'on s'envoie comme message ? Toxique, qu'il ne faut pas, parce qu'on on est comme donc, on est. Et... Voilà, la critique naturelle, c'est malheureusement quelque chose qui se fait facilement et tout seul. Et celle-là, il ne faut jamais la laisser passer, c'est-à-dire il faut toujours en face renvoyer quelque chose qui est que même quand on s'entend et on se découvre en train de se critiquer, il faut juste se retourner, se re-regarder dans la glace, se faire un simple sourire.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a besoin en permanence de cultiver ce jardin intérieur qui fait qu'il est fleuri ou il ne l'est pas. Et c'est donc la beauté intérieure, évidemment. Oui. Alors après, il y a l'amour pour un animal de compagnie. C'est un amour gratuit qui prend pas trop de risques, puisqu'on a peu de chances d'être déçu par un animal, puisqu'on peut y mettre ce dont on a besoin. Alors ça, c'est un peu un transfert de ce qu'on aurait aimé avoir comme amour de la part de nos parents, l'animal. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui vont choisir plutôt des chats, des chiens, des cochons d'Inde, enfin, etc. Donc je crois que c'est un amour qui permet de rassurer et puis d'échanger sans prendre trop de risques. Mais pourquoi s'en priver après tout mais c'est même un secret magnifique pour toutes les personnes qui vivent dans la solitude, dans la mesure où elles le peuvent. La présence d'un animal est une espèce de petit soleil intérieur qui existe près de soi. C'est-à-dire, parce que dans le regard de l'animal, il y a toujours une inconditionnalité. Absolument, donc on ne sera pas déçu. Et puis après, il y a l'amour pour les objets. Alors ça peut être une moto, une voiture, tiens, par exemple. Je vois ce que vous êtes en train de dire, Brigitte. Je ne saisis pas du tout. Ou même un avatar. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont des amours virtuels. Alors pourquoi pas, c'est utile, mais c'est quand même à sens unique là. Il n'y a pas ce regard d'amour que nous en renvoie le chien. Mais pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, ça remplit du vide, ça permet de se sentir, de donner du sens à des moments de sa vie. Oui, c'est ça. Je crois que entre la fascination ou une espèce de côté émotionnalo-négatif dans la possession d'un objet ou de quelque chose, n'est pas cette forme-là d'amour. Cette forme d'amour, va être vis-à-vis de quelque chose dans lequel on se nourrit de ce que ça représente, de ce que ça signifie, de ce que ça symbolise pour nous. C'est une part de nous. Voilà. Et la qualité de ce qui a été fait, de ce qui a été réalisé. Donc ça va être une montre, ça va être effectivement, ça peut être une voiture, mais ça peut être des œuvres d'art, ça peut être un paysage, ça peut être... moi, je connais deux personnes, par exemple, pour qui c'est leur jardin paysager, c'est leur manière d'organiser, d'arranger cet espace, d'en faire un lieu esthétique beau dans lequel ils ont l'impression que la pâte qu'ils y ont mise en plus va à la fois nourrir le jardin et en même temps leur renvoyer quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui donne ce caractère qui est très particulier à l'amour, quel qu'il soit. C'est que l'amour est toujours nourrissant. Absolument. Alors il y a l'amour pour la nature. Alors ça, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un lien profond qui nous relie au vivant dans le sens large du terme. Il nous met en relation avec nos sens, puisqu'il nous aide à ressentir. Lorsqu'on est dans la nature, on va être en bonne relation avec nos sens et c'est tellement important aujourd'hui, surtout dans un monde un peu trop virtuel, un peu trop citadin. Et puis il y a même une technique thérapeutique qui s'appelle la sylvothérapie, c'est-à-dire que ce rapport à la nature, ce rapport aux arbres, aux plantes et à la forêt est quelque chose qui est tellement puissant qu'il est capable de soigner. Et donc oui, ça c'est un amour qui nous relie à nos archaïsmes les plus profonds et à la manière avec laquelle, quand on observe la nature, la seule chose que l'on peut en tirer comme leçon, c'est la confiance. Parce que comme dit le vieil adage chinois, patience, avec le temps, l'herbe devient du lait. C'est-à-dire que la nature amène à ce que les choses soient parce qu'elles ont à être. Oui, il y a quelque chose d'évident dans la nature. Et puis on va conclure avec le fameux l'agapé, ce fameux amour du grand tout, qui n'est possible qu'à condition d'avoir vraiment le cœur ouvert. Ça parle de religion, de spiritualité. Alors, sincèrement, je ne crois pas à cet amour absolu pour toute l'humanité. Je crois qu'on reste quand même humain, on n'est pas des saints, mais cet amour du grand tout, de l'univers, en fait, je crois que c'est l'amour de la vie au sens large du terme, et on devrait tous quand même avoir un petit peu cette forme d'amour, voilà. Donc, parce que je pense que c'est en fait l'amour de la part d'étincelle en nous qui, elle, est en fait à l'image du saint. C'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, ils avons tous des parts d'ombre, comme disait Jung, mais nous avons tous en nous aussi, comme disait le docteur Berne, un prince ou une princesse, mais nous l'avons perdu de vue. Et que cette forme d'amour-là est une espèce de réconciliation avec cette flamme de l'âme qui est là, et qui, elle, est profondément aimable.
Voilà, donc quand on voit toutes les formes d'amour qu'il y a depuis hier et aujourd'hui, franchement, il faut trouver. Oui, non, mais il faut trouver ces formes d'amour, et parce que c'est quand même très important. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le cœur, c'est la joie, et c'est plutôt que de cultiver et de rechercher ce qui ne va pas. Ça peut être c'est pas mal, hein, une source d'inspiration qui est pas mal. Donc vous pouvez réécouter en podcast hier et aujourd'hui, et puis faire des croix sur les amours qui vous concernent particulièrement, parce que ça montre bien qui vous êtes, ce dont vous avez besoin, les amours qui vous nourrissent le plus. Alors Flora, bonjour, on vous a fait un petit peu patienter parce qu'il était un peu long ce long conseil, mais c'est quand on parle d'amour, hein, il faut en profiter. Vous êtes un petit peu en conflit parfois avec votre colère, je crois, hein, c'est ça Flora ? Oui, tout à fait, bonjour Brigitte. Oui, en fait, dès que je suis contrariée, je vomis. Ah, c'est intéressant ça. Bah écoutez, voilà. on va faire la petite pause, mais j'espère que ça va pas vous mettre en colère. Et on vous retrouve dans un instant et vous pourrez échanger avec Michel Odoul. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 3 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Michel Odoul, on retrouve Flora. Ça va, ça vous a pas mis en colère de vous faire patienter comme ça ? Quand même. Un petit peu, hein, un petit peu. Non, ça va. Bon, on s'en excuse en tout cas. Non, il n'y a pas de mal. Mais on avait un love conseil sur l'amour, alors évidemment, ça n'en finissait plus. Alors, vous avez donc des colères rentrées, si je comprends bien. Tout à fait. Hein ? Oui. Dès que je suis contrariée, donc je vomis. J'ai eu vers la trentaine, j'ai eu des calculs dans la vésicule biliaire, et quand on m'a passé l'échographie abdominale, le radiologue me dit, écoutez, sans vous voir, j'ai l'impression de voir une ménagère de 60 ans obèse, tellement que ma vésicule était en piteux état et que les calculs étaient énormes. Voilà, donc finalement, tout ce qui est émotion, foie, vésicule, pour moi, ça parle. Mmh. Michel Odoul, c'est... Oui, alors si on est sur le champ énergétique tel que la médecine traditionnelle chinoise le définit, la colère, c'est l'émotion qui est associée à ce couple merveilleux qui s'appelle le foie et la vésicule. Dans le fonctionnement organique, qu'est-ce qui se passe ? Le foie sécrète en permanence la bile. Et le rôle de la vésicule, c'est de la recevoir, de la stocker, de la condenser, puis de la libérer en fonction des besoins. À partir du moment où on est confronté, par exemple, à une émotion particulière, ça va générer une tension sur ce couple d'organes. Et si ces tensions s'accumulent et qu'elles ne sont pas exprimées, eh bien, il va se passer au niveau organique la même chose que ce qui se passe au niveau émotionnel. On va concentrer, on va condenser. Et donc, ça se traduit à un moment donné, effectivement, par d'abord une espèce de boue verdâtre, puis ensuite comme du sable, et ensuite les calculs, et à la fin, même la vésicule peut devenir un seul bloc de calcul, et ça devient un véritable caillou. Oui. Et il n'y a pas que la ménagère de 65 ans obèse qui risque ça peut arriver à n'importe quel âge. Et évidemment qu'il y a une nécessité, comme pour toutes les émotions, on pourra peut-être l'évoquer tout à l'heure, par exemple avec les émotions de la joie, ou etc., qui ont des conséquences au niveau du cœur. La colère est une émotion qui a besoin d'être exprimée, parce que la colère est un moteur qui permet de dépasser les frustrations et ce qui résiste ou ne se passe pas comme on voudrait. Mais à condition qu'elle soit, 1, accueillie comme telle, qu'elle soit 2, exprimée au bon moment, et qu'elle soit 3, pas montée en épingle, c'est-à-dire exagérée dans l'intensité et l'impact qui est le sien. Et pas contre n'importe qui. Et pas contre n'importe qui. Donc il y a toujours la nécessité, quand on ressent des vécus qui nous contrarient et que nous sommes dans une position, dans une posture, dans un environnement où on ne peut pas l'exprimer, à noter de côté ça, même éventuellement de le faire bêtement en notant sur un post-it, et quand on rentre chez soi, on se donne 5 minutes pour expulser la colère. Quand on va, et si on habite, où on n'est pas très loin d'une zone où il y a une forêt ou une campagne, on va dans le bois, on prend un morceau de bois, on cogne sur une souche en hurlant. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On s'enferme dans la salle de bain, on se pousse en hurlant, on va prendre une bonne douche, etc. C'est-à-dire qu'on va se donner le moyen d'exprimer. Évacuer cette colère. Parce que sinon, oui, petit à petit, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler, elle va s'accumuler. Et à ce moment-là, elle a une conséquence organique qui se traduit... Alors la nausée et le vomissement, bien sûr que c'est la vésicule.
Mais c'est fou, ça va mieux là maintenant. Vous arrivez à exprimer votre frustration ou votre... Alors, j'essaye de me recentrer un petit peu. Alors, je pratique du pilate, qui me fait adapter aussi la respiration, qui me fait me décaler par rapport à des situations. Mais je vis beaucoup les choses et voilà, c'est un travail de longue haleine. Oui, mais c'est pas le pilate qui va vous aider, parce que le pilate, il a deux particularités. C'est que un, il vous met dans une intensité, et deux, il fait travailler les muscles. Or, les muscles et les tendons, c'est aussi le foie et la vésicule. Donc vous renforcez encore de l'énergie dans cette direction-là. Donc là, il va falloir que vous trouviez une manière. Alors, ça ne sera pas le yoga non plus qui va vous aider, parce que c'est l'inverse de ce qu'est votre vécu. Il va donc falloir que vous trouviez des exutoires. La boxe, par exemple. Ça peut être la boxe, bien sûr. Voyons. À condition que sur le sac de sable, vous mettiez la tête de celui qui vous a contrarié. Là, ça pourra faire quelque chose. Sinon, il faut faire du travail symbolique. C'est-à-dire que vous prenez le soir une feuille de papier. Vous marquez le nom de la personne qui vous a vraiment contrarié, et puis vous y allez, vous balancez grave, ça n'a pas d'importance. Puis ensuite, quand vous avez fini avec cette personne-là, s'il y en a une autre, vous prenez, etc. Et quand vous avez terminé tout ça, vous allez brûler ces morceaux de papier, et vous allez évacuer ça, ou vous le mettez dans la cuvette des toilettes, et vous allez vous débarrasser, vous allez faire un travail qui est un travail symbolique, parce que la colère, tant qu'elle n'a pas éliminé les images que vous avez fixées en vous, du moment où vous avez été en tension, elle va continuer à travailler dessus, elle, même si la réalité extérieure ne présente plus l'aggravation de la colère. Oui, d'accord. Mais sur la colère, si on veut évacuer la colère, ça n'est pas dans l'intensité musculaire et ça n'est pas dans le stress, etc., etc. La respiration, oui, pourra vous aider. Mais à condition que ce ne soit pas une respiration qui soit une respiration sportive. Il faut que ce soit une respiration que vous tranquillisiez, vous faites descendre au niveau abdominal, et que sur chaque expiration, vous exprimiez véritablement par le souffle l'évacuation de cette colère. Et puis ça vous empêche pas, quand vous êtes à l'écart toute seule, de crier un petit peu et contre la personne qui oui, vous a... les salles de bain, il y a un lieu où moi des fois quand j'ai des choses comme ça qui se sont passées, quand je suis dans vous parliez de la voiture tout à l'heure, je suis dans ma voiture, je suis dans les embouteillages, ok, on y va là, on peut balancer. Ah oui. On a le droit de crier toute seule contre quelqu'un qui n'est plus là, mais il faut la sortir, cette colère. Il faut l'évacuer. Ouais. Mais oui. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez pas? Vous avez une idée de ce blocage? Pourquoi parce que je suis dans le soin et en fait comment dire, c'est pas le lieu pour au contraire, il faut montrer toujours que tout va bien. Bien sûr, mais vous pouvez aller dans les toilettes et puis vous énerver un petit peu contre la personne qui vous a mis en colère. Tout à fait. Voyez. Tout à fait. Ouais. Complètement. Puis, vous savez, il y a quelques petits trucs qui peuvent être utilisés quand vous avez terminé votre journée de consultation. Il faut juste que vous vous rappeliez que vous avez une dernière cliente à recevoir. Ouais. C'est vous. Devinez qui? C'est moi. Voilà. Et vous savez ce que vous faites? Vous prenez une petite glace, vous la mettez en face de vous et amusez-vous pendant 2-3 minutes à vous recevoir en consultation et à vous permettre ainsi d'exprimer ce qui a été tensionnel. Alors le Marcel, là, qu'est-ce qu'il était con, mais qu'est-ce qui m'a gavé celui-là. Ah là là, ça fait du bien, vous savez. Oui, mais c'est bien d'en rire en plus. Voyez. C'est vrai. Et la dernière des choses qui est importante aussi sur les questions de la colère et donc du foie et de la vésicule, c'est que au niveau énergétique et psycho-émotionnel, le foie répond à la question qui suis-je, la vésicule répond à la question quelle est ma place. Et donc, il faut vraiment, vraiment se donner les moyens de se repositionner pour se tranquilliser. À partir de ce moment-là, les autres vous affecteront moins. Ah oui, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et puis, plein d'autres problèmes de santé aussi, qui parlent aussi micro-adénome lymphophysère, avec un équilibre entre les pensées et les émotions. Oui. Et ça répond exactement à ce que vous venez de dire, quoi. Tout à fait. Ben oui. Eh bien, occupez-vous de vous un peu. Si vous avez tous les... C'est parti. Vous avez tous les exercices. Vous pouvez réécouter en podcast. Vous prenez des notes. Vous avez du boulot là. Oui. Flora, ça va vous occuper les soirs d'hiver.
C'est ça. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour l'échange. Je vous en prie, merci. Merci Flora. Puis ça parle certainement à tellement de gens qui n'osent pas se mettre pas en colère et qui gardent ça en eux et ça fait des dégâts. Ça, c'est le pire. C'est terrible. Hein. Ouais. Il faut savoir exprimer sa colère. Oui, mais il faut le faire de façon juste, parce que sinon la colère fait des dégâts autour. Donc il faut savoir le faire de façon juste et adaptée. Voilà. Alors, je ne vais pas vous mettre en colère, je vais vous mettre en joie, puisque moi j'ai le plaisir d'aller chercher mon petit paquet au pied du sapin. Et alors, qu'est-ce que j'offre aujourd'hui? Oh là là, ça c'est un cadeau pour les hommes. C'est un stimulateur prostatique télécommandé Hector de la marque Passage du Désir. Tout bleu en plus, il est magnifique. Si vous voulez gagner ce Hector, ce compagnon de jeu, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Et puis la petite devinette du jour, voilà, c'est un couple qui est en train de faire l'amour sous la couette. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Et puis on va retrouver après les infos Patrick, je crois, qui est extraverti et qui nous racontera quelque chose par rapport à ses émotions. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On parle aujourd'hui de nos émotions et de leurs répercussions sur le corps avec Michel Odoul qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut français de Shiatsu et bien sûr auteur de 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. Vous avez, qui est sorti aux éditions Albin Michel, et vous avez refait une nouvelle édition augmentée avec les nouvelles maladies dont on a déjà parlé. Qui sont que notre en augmentation. Monde moderne voit exploser, oui. Bien sûr. Vous avez réfléchi, c'est un couple qui fait l'amour sous la couette, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais je ne sais pas, parce que je dois avoir les neurones fatigués, je vois pas. Parce que vous n'avez pas bien écouté, j'ai dit c'est un couple qui fait l'amour sous la couette, qu'est-ce qu'ils font? Et la donc, neige. La bougie. Oui, c'est ça, oui. Parce que je parle bien français normalement, donc si j'ai pas dit qu'est-ce qu'ils font, c'est parce qu'il y avait un piège. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous Patrick. Donc vous êtes quelqu'un d'extraverti, donc qui exprime fort ses émotions. Alors, en tout cas, qui peut, et surtout qu'il les verbalise dans la mesure que possible, même avec des tiers ou en décalage. C'est-à-dire que si j'ai une frustration, quelque chose qui m'énerve, je suis assez peu soupolé, donc je vais pas forcément monter dans les tours. Mais après, j'ai trouvé des relais pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai des amis ou ma conjointe, si elle n'est pas partie prenante de l'énervement. Et donc, par le biais de cette reformulation et de cette verbalisation de ma frustration, de mon énervement de la situation, eh bien, j'ai remarqué que ça me permettait d'avoir une sorte de soupape et de pas ruminer et de pas conserver en moi une petite boule désagréable. D'accord. Mais donc avec votre compagne, par exemple, vous allez lui dire qu'est-ce que j'ai été énervé par un tel, etc., etc. Voilà. Vous allez communiquer. Voilà. C'est une manière aussi de l'exprimer, hein, les mots qui remplacent les mots du corps. C'est une manière d'expulser, oui. Et donc ça m'aide bien parce que voilà, par contre c'est pour ça que c'est assez sociable aussi, donc j'ai beaucoup d'amis ou de copains ou de gens avec qui je peux avoir ce type d'exercice et ça accompagne bien ma vie parce que en fait de mettre des mots sur et de reformuler l'événement, etc. Et bien quelque part je dissipe sa charge émotionnelle nocive qui peuvent des fois s'inscrire dans la durée. Oui, puis ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on est là dans un processus qui est cumulatif de toute façon. C'est-à-dire que, étant donné le personnage que vous avez réussi à constituer, tout le monde autour de vous sait que vous fonctionnez comme ça. Et donc, lorsque vous fonctionnez comme ça, tout le monde trouve ça normal. Quelqu'un qui n'aurait pas cette image qui est la vôtre, qui ne serait pas quelqu'un habitué à ça, le jour où il ferait la même chose que vous, ça serait mal perçu. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans ce qui est notre capacité à partager avec l'autre et donc de faire qu'à des moments donnés, ce partage nous permette d'évacuer des tensions émotionnelles, eh bien c'est directement lié au fait que nous sommes déjà quelqu'un qui prenons la précaution d'essayer de le faire au maximum. Parce que sinon, après, ça peut être difficilement vécu. Et là-dessus, le discours, le dialogue, l'explication sont toujours fondamentaux.
même quand parfois on s'emballe et on s'emporte un peu, de revenir à ce moment-là et dire bon ben oui, je me suis peut-être un petit peu emporté sur l'autre chose, etc. Mais c'était important pour moi, j'ai été touché à cause de ceci ou à cause de cela. Et ça permet à l'autre, à celui qui reçoit entre guillemets l'expression, qui parfois est peut-être tensionnelle, de ne pas la prendre pour lui ou pour elle. Oui, ben alors là en plus c'est des tiers qui ne sont pas concernés au premier degré par ce qui s'est passé, et surtout en vous écoutant, oui, vous avez raison, on attend ça de moi quelque part, surtout que quand je m'épanche sur une situation qui m'a énervé, je vais pas trop faire Calimero, je vais plutôt faire dans le sens humoristique et un peu clownesque, donc je vais rejouer la situation un peu en exagérant, alors rejouant presque. Vous faites de l'art-thérapie en quelque sorte. Hein. Voilà. Vous êtes le comédien de votre propre histoire. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas idiot. Hein. Ça marche bien. Hein. Vous évacuez tout en ayant votre public. Ça marche bien. Par le rire, j'évacue un peu ce stress cumulatif et j'en fais quelque chose de presque agréable. Donc je contrebalance ce qui a été désagréable et oui, je défoule. Plus que le rire, c'est l'humour qui fait ça. L'humour, c'est ce qui constitue la capacité à la distance. Pour pouvoir exister, l'humour, il a besoin qu'il y ait eu une prise de recul par rapport à la situation donnée. Et, parce que quand vous êtes confronté avec quelqu'un qui est dans une tension émotionnelle forte, etc., c'est pas obligé que si vous lui faites de l'humour tout de suite, il sera capable d'entendre. Hein? Oui, et c'est vrai que je pense aussi que quand je dis qu'on attend ça, c'est que c'est vraiment vous qui m'avez fait penser à ça, Michel. C'est que en fait, je pense que c'est pas non plus barbant pour les autres de me voir de temps en temps m'épancher, puisque je le prends sur quelque chose d'un peu humoristique. Oui. Et donc c'est pas désagréable pour eux, c'est pas le bureau des pleurs en disant de toute façon c'est pesant, j'en peux plus, c'est sûr que c'est pas une plainte qui n'en finit pas. Mais vous savez, Patrick, l'humour est un des mécanismes de défense positifs. Il y en a pas tant que ça, hein. Mais c'est vraiment un des mécanismes de défense qui n'a aucun inconvénient. C'est donc allez-y, franchement. Le seul inconvénient de l'humour, c'est que c'est quand même aussi une prise de pouvoir. Donc je suis très vigilant quand je l'utilise à ce que l'autre ne puisse pas. Vous savez, le rire jaune, on se sent obligé de rire, mais en fait, ça a touché une corde sensible assez profonde et on peut aussi prendre le pouvoir au travers du rire. Au travers du rire, on peut se rire. Si pour tout d'un coup votre femme ne rit pas à votre humour, vous n'allez pas lui faire une scène. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je fais surtout attention. Vous savez, la bonne blague qui peut aussi un peu vexante ou un peu. C'est une prise de pouvoir, l'humour. Et par l'humour, vous pouvez vraiment prendre le pouvoir. Et je fais très attention à que ce soit un rire partagé et pas un rire contre. Non, moi je suis pas d'accord avec vous. Si vous faites une plaisanterie et que l'autre ne rit pas, vous avez fait un fiasco, c'est tout. C'est pas grave. Ça c'est pas grave de faire un fiasco. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du rire qui peut être un peu acide. Et j'évite ce rire. Alors c'est de l'ironie là. Vous parlez. C'est de la dérision. C'est de la dérision. C'est plus de l'humour là. Vous parlez d'autres choses là. Lorsqu'il y a ce côté acide, ça veut dire qu'effectivement ce que vous avez dit, même si ça n'était pas l'intention, ça a touché une fibre sensible effectivement chez l'autre. À ce moment-là, quand vous percevez ça, il faut tout de suite nommer ça. C'est-à-dire dire, mais quand je disais ça, c'est pas directement ni en ce qui te concerne ou etc. C'était juste une espèce d'image et d'analogie. Mais peut-être que j'ai mal choisi mon sujet. Voilà ce que je voulais dire. C'est-à-dire tout de suite désamorcer cette chose-là, parce que sinon effectivement, ça laisse toujours une petite trace. Oui, quand on croit faire de l'humour et qu'en fait c'est de l'ironie, ça peut être très blessant, oui. Ouais, donc j'évite. Et c'est vrai que face à la colère ou une déception, une émotion que je ressens assez facilement, je suis assez proche de mes émotions. L'humour. Et quand vous êtes triste, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de l'humour aussi? Alors, si je suis triste, vraiment ça marche mal, hein, l'humour. On a moins, là, je peux moins dégainer. Donc j'ai deux solutions. Une solution qui est très masculine, je pense, c'est de rentrer dans la caverne. L'autre solution, c'est déjà dans un premier temps peut-être d'en faire de la mélancolie potentiellement. C'est pas tout à fait la même chose. Que déjà peut-être un peu le sublimer. Donc et éventuellement, pour le sublimer, vous parliez d'art, je vais écrire un texte. Un poème. C'est très inspirant pour écrire un texte, ce genre de situation. Un texte assez sérieux d'ailleurs. Donc en fait vous faites partie des grands romantiques alors.
Je pense, oui. Ben, ça a été la veine des romantiques, c'était ça. Hein. Oui, voilà, donc je suis dans cette veine-là. Alors, je ne me complais pas dans la tristesse, c'est pas mon état naturel, ni ce genre de. Je suis pas trop dans le spleen. Je pense une attitude de bonheur un peu plus forte que Baudelaire. Bon, je suis moins bon que lui en poème, mais oui, mais au-delà de ça, c'est vrai que la tristesse et la mélancolie, on l'évoquait en début d'émission. La tristesse, c'est l'émotion qui s'appuie sur l'organe poumon. La grande époque du romantisme et de la mélancolie, etc., était la grande époque de la tuberculose. C'est-à-dire qu'une émotion qu'on cultive et justement qu'on n'exprime pas et qu'au contraire on garde et dont on fait une espèce de veine intérieure, à un moment donné, elle aussi, comme les autres, elle a une sanction sur le plan corporel. Oui, trop sublimé, à un moment donné, ça ressort. Ça fige, ça cristallise et ça s'exprime dans la réalité physique. Voilà. Parce que comme le disait Brigitte, le corps ne ment pas. Lui, à un moment donné, il nomme. Quand la dose est atteinte, lui, il exprime. D'accord. Merci en tout cas, Patrick, de votre témoignage. Et c'est bien de voir des hommes qui savent aussi exprimer leurs émotions, parce qu'on a toujours tendance à croire que les hommes ne savent pas. La preuve que non. On fait une petite pause. On se retrouve pour C'est maintenant avec Françoise qui parle à son enfant intérieur. Et elle nous raconte ça dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, c'est maintenant, Michel Odoul, qu'on accueille Françoise. Vous savez que durant ce moment, bien justement, on peut en profiter pour demander pardon à quelqu'un, pour revenir sur des paroles qui nous ont blessés, ou peut-être se parler à soi-même. Et Françoise, c'est ce que vous avez envie de nous raconter ? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je vous écoute très souvent, je suis très émue d'être avec vous en direct à la radio, voilà. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer. Mais c'est une belle émotion que d'être émue. Oui, finalement. C'est une belle émotion, oui. Moi, je voulais parler de mon enfant intérieur, parce que moi, j'ai l'impression d'être bien avec moi-même. Alors, je ne sais pas vraiment où est l'enfant intérieur, mais j'ai l'impression d'avoir grandi comme un arbre, en fait, comme avec des racines, et avoir évolué droite, en fait, comme j'avais envie d'évoluer. C'est formidable. J'ai fait un métier super que j'ai désiré au plus profond de moi depuis petite, et j'ai reçu beaucoup dans mon métier. Maintenant, je suis à la retraite, j'ai 67 ans, et tout. Peut-être que à ce moment-là, ce qui serait bien, c'est que vous remerciez vos parents qui vous ont peut-être donné les bonnes racines. Maintenant, ils ne sont plus là, mais je les ai remerciés du temps de leur vivant. Oh, mais c'est pas trop tard, vous pouvez continuer. Hein. Je remercie ils entendront le message. Et je remercie tous les jours la vie. Je sais que j'ai besoin aussi de solitude, de tranquillité, de nature. J'ai besoin de ça pour voilà. Et mon mari, au fil du temps, il a compris aussi que j'avais besoin de ce moment de solitude à moi. Des fois, je pars marcher toute seule, je me parle. Et quand je sortais de mon travail dans la voiture... Et vous répondez ? Oui, bien sûr. Je dis ça pourrait paraître une boutade, mais ce dialogue intérieur qu'on peut avoir, je le trouve extraordinaire, moi, quand on a cette chance-là. C'est pas un monologue, oui. Je parle bien de dialogue intérieur. Oui, parce que quelquefois, je me dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Ou pourquoi tu es comme ça ? Ou pourquoi ça t'a blessé, et j'essaye de trouver des réponses en moi voilà. Mais j'ai besoin de calme pour ça. Ça se fait pas dans. C'est pas dans le bruit et la fureur qu'on peut parler. On peut se parler. Mais voyez, Françoise, il y a une époque où il y avait la mode des anges. Et alors, on s'est beaucoup moqué de ça, mais je trouve que c'était pas si mal, parce que ça permettait aux gens de parler à leur ange, qui était finalement se parler à soi-même et de répondre et de se répondre. Et je trouve que ce que vous me dites, ça me donne vraiment envie d'insister sur ce dialogue intérieur qui nous permet déjà de nous recentrer. Et justement, puisqu'on parle des émotions aujourd'hui, Michel Odoul, si on est puis de faire le clair, on peut être clair avec ses émotions si on est dans ce dialogue intérieur. Oui. Voilà, on est clair. Absolument. Voilà, on sait. Et puis, j'ai l'impression d'avoir toujours plus ou moins su vers où j'allais. Oui. Ça, c'est une vraie force.
Oui, j'écoute pas trop en fait les conseils des uns et des autres. Si ça me correspond pas, je sais dire non, je sais dire ça me va pas, quoi. Voilà, c'est pas ça. Même des couleurs de vêtements, si je vais faire des courses avec des amis acheter des vêtements, je dis non, ça me plaît. Oh non, c'est pas terrible. Même si, moi ça me plaît. C'est là-dedans que je vais me sentir bien. Donc vous n'êtes pas très influençable. Non, pas très. Ben parce que vous êtes, vous êtes comme un arbre bien solide. Oui. Oui, c'est vrai. Et puis vous disiez tout à l'heure d'exprimer quand de la colère en criant. Moi, ça m'est souvent arrivé dans la voiture, en fait. Dans la voiture, en sortant du travail, j'avais 20 minutes de route. Et là, je criais dans ma voiture, où je pleurais des fois. Et puis après, on arrive et c'est fini. On a les enfants qui nous attendent, le mari, la maison, tout ça, et c'est fini. Oui, alors ce qui est rigolo des fois aujourd'hui dans les voitures, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle des dashcams ou des caméras qui sont à l'intérieur pour filmer ce qui se passe dehors, enfin etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de gens, s'il y a un accrochage, ils s'enfuient et beaucoup de gens ont équipé leur voiture de ça. Et alors c'est très, je vous assure, c'est vraiment très rigolo de temps en temps de s'amuser à revoir les images quand on sait qu'on a hurlé dans la voiture. Mais oui, parce que ça présente deux intérêts. La première des choses, c'est de voir effectivement l'intensité de ce qui avait été vécu. Mais vous savez, la deuxième chose qui est vraiment intéressante là-dedans, c'est qu'on se rend compte que quelques jours après, ce qui nous a fait hurler, en fait, c'était ridicule. Oui. Et ça, on s'en rend compte. Et là, on mesure petit à petit, tout doucement, comment parfois, des fois, on se prend la tête pour des pécatilles, des choses qui, quelques jours ou quelques semaines après dans notre vie, ne représenteront plus rien. Ah bah oui, c'est ça. Et puis les événements de la vie vous font penser que aussi ce qu'on a eu 3 jours avant, c'était rien du tout, quoi. Oui. Des fois, on se met en colère parce qu'on est en retard, parce qu'il y a un embouteillage, parce que mais c'est pas la vie, ça. Oui, c'est ça. Pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à des détails. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, c'était le propos. J'avais fait un Love Conseil justement sur le baromètre de nos émotions ou mettre une note à des choses qu'on a ressenties pendant quelque temps et de se rendre compte qu'au fond, on va mettre, par exemple, un sur 10. Si on met 7 sur 10 à une collègue qui nous a dit que la robe qu'on a ne nous va pas bien, c'est beaucoup trop, bien sûr. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance, évidemment. Et on se rend compte si on prend trop les choses à cœur, en fait, finalement. Oui, c'est ça. Mais quand on est, ça va aussi avec la confiance en soi, parce que quand on a confiance, moi, des fois, je me critique, mais je me flagelle pas. Vraiment. Oui, mais ça, c'est la grande question philosophique de la poule et de l'œuf. Hein, qu'est-ce qui commence ? Est-ce que... voilà. Et après, on passe à l'autre pan philosophique qui est que lequel j'ai décidé de choisir, et donc quand est-ce que moi je commence à faire ce qu'il faut pour inverser la proposition. C'est après, voilà. Là, on parlait tout à l'heure de dialogue, ça aussi, c'est une forme du dialogue avec soi. C'est-à-dire de constater que ce qui nous a blessés nous a déplu. On peut rester là, avoir pris le coup et en rester victime, ou on peut essayer de le digérer et d'en faire quelque chose. C'est la merveilleuse phrase. On ne changera pas un événement, on peut changer la manière dont on l'analyse et dont on et ce qu'on en fait. Hein, c'est tout. C'est cette fameuse phrase qui a été imputé éventuellement au Christ ou je ne sais pas à qui, mais qui dit que si je ne suis pas responsable de ce que les autres ont fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais, de ce que les autres ont fait de moi. C'est-à-dire que il y a des faits qui ne sont indéniables et qu'on ne peut pas nier, ça c'est une évidence, et on peut avoir souffert, etc. Après, la question qui se pose, évidemment, c'est qu'est-ce que je vais faire de ça ? Oui, c'est ça. Oui, mais pour ça, il faut être responsable. Et il ne faut pas se poser en victime. Dès qu'on se pose en victime, on ne peut pas avoir ce genre de réaction. Et c'est toute la difficulté de beaucoup, un peu de notre société, où être une victime, ça nous donne soi-disant le droit d'exister. Sauf qu'à ce moment-là, on n'est plus libre, on est victime. Oui, on est victime, et puis on est obligé de s'exprimer en tant que victime après, de tenir un peu ce rôle-là, quoi. Et on est très dépendant de la réaction des autres.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, bravo Françoise. Vous avez compris et visiblement. Alors, juste une petite question, mais ça pourrait être une question. Oui, je l'entends bien, mais est-ce que quand même dans votre vie, il y a des choses que vous regrettez, que vous vous dites j'aurais pas dû faire ça, ou est-ce que finalement non, il y a vraiment pas de regret? Des choses importantes de la vie, j'ai pas de regrets. Formidable, c'est bien. Non. Très bien. Aucun regret. J'ai avancé avec ce que j'avais envie de faire et non, j'ai pas de regret. Non, pas du tout. Eh ben, la question qui se pose, la vraie difficulté dans des situations comme ça, c'est lorsque l'envie et le fait de faire ce que l'on pensait de son horizon représente un coût qui est trop exorbitant pour ceux qui sont autour. Et qu'à ce moment-là, effectivement, ça peut avoir des implications. C'est là où peut se poser à un moment donné la question du regret ou pas, quoi. Par rapport à l'entourage ? Oui. Est-ce que j'ai fait souffrir l'entourage ? C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'étais juste en train de donner une information en disant que ce qui peut rendre à des moments donnés la présence des regrets et la réalisation de certains choix qu'on pense être bien pour soi, c'est le prix que parfois il faut payer vis-à-vis et par rapport à ceux qui sont autour de nous. Oui. Et là, la difficulté, elle est parfois là, et la blessure ou la culpabilité, elle est parfois là. Ah oui, ça pourrait. Oui. En tout cas, c'est un joli sujet qu'on abordera vendredi, la question de la culpabilité avec Catherine Emlé-Parissol, qui travaille d'ailleurs beaucoup aussi sur les émotions. Oui. Merci Françoise, merci. De ce beau témoignage positif. On fait une petite pause, on va se retrouver pour le Sexo Conseil, on va parler du désir et puis nous aurons Charlotte qui a perdu sa mère il y a 2 ans et qui a des petits problèmes de santé dont elle va nous parler dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors Michel Odoul, on va parler du désir parce qu'en fait, beaucoup de gens perdent cette notion de désir. Alors comment accéder au désir, comment le retrouver ? En fait, il y a 4 processus qui peuvent être mis en place pour retrouver le désir. Tout d'abord, il faut apprendre à reconnaître son excitation sexuelle, et ça, c'est pas si évident, notamment pour les femmes. Hein. Vous, si vous avez un début d'érection, vous pouvez imaginer que vous avez été un petit peu excité, et donc qu'il y a un rapport au désir qui est plus clair. Hein. Pour les femmes, c'est un peu compliqué. On va pas tout d'un coup aller mettre le doigt dans la culotte, si je puis dire. Il faut savoir vivre son désir et son plaisir avec sensualité, sans culpabilité, sans inhibition. Et ça, c'est pas donné non plus à tout le monde dans une société où c'est quand même encore un petit peu interdit, hein, le plaisir. Et là, je dirais que vivre bien avec son désir, c'est dans des plaisirs parfois très simples, hein, par exemple, de profiter d'un rayon de soleil ou de goûter avec volupté un fruit mûr. Hein. Oui, c'est ce que naturellement un enfant sait faire. Absolument. Et que beaucoup d'adultes vont perdre. Comme si on n'avait par exemple pas le droit de se faire un bon repas si on mange tout seul, par exemple. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une culpabilité qui est un petit peu dans l'ombre. Il y a également d'apprécier le plaisir qui vient après le désir, hein, c'est-à-dire il y a une sorte de capacité à ressentir après coup le plaisir qu'on a eu. C'est cette sorte de phase intéressante que beaucoup de gens n'ont pas. Hein. Je pense par exemple aux gens qui, après avoir fait l'amour, vont se précipiter vite sous la douche comme si il fallait se laver du péché. Hein. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il faut également savoir donner un côté positif à la sexualité et à son intérêt, tant pour soi que pour son partenaire. Et ça, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que ça signifie faire l'amour ? Est-ce que finalement c'est une sorte de devoir ou est-ce que on y a un intérêt personnel ? Parce que c'est vrai que si on n'y a pas un intérêt personnel, le désir à un moment donné il va s'émousser. Et puis il est obligatoirement articulé et adossé à la notion du partage. Absolument. Et donc en tant que tel, quelle que soit la manière du partage, etc., comme il est l'expression de la pulsion de vie, il a ce besoin-là.
La pulsion de vie, elle a besoin de s'exprimer à un moment donné. Le soleil, il a besoin à un moment donné d'envoyer ses rayons et d'envoyer de la chaleur. Et la notion du désir, elle est assez proche de cette idée-là. Donc vous avez bien compris, le désir, ça dépend bien plus de nous que du partenaire. Et c'est ça l'intérêt de ce sexo-conseil. On a toujours l'impression que si on n'a plus de désir, c'est la faute de l'autre. Mais en fait, on peut se rendre compte, quand on écoute bien ces 4 processus de désir, que si on en a plus, c'est peut-être parce qu'on a laissé éteindre quelque chose en nous. Absolument. Ça peut se réécouter en podcast, si vous avez du mal avec le désir, ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être comprendre où est-ce que la source s'est tarie. Et puis un petit rappel de notre sapin de Noël au pied de Sud Radio. Il y a ce cadeau assez magnifique pour les hommes aujourd'hui, ce stimulateur prostatique télécommandé Hector de la marque Passage du Désir. Il vous reste quelques minutes pour peut-être l'acquérir et pour ça vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. Charlotte, merci de nous appeler parce que vous êtes évidemment dans un moment difficile puisque vous avez perdu votre mère il y a 2 ans. Donc j'imagine beaucoup de tristesse. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission. Très, très contente. Bonjour Michel. Bonjour. En fait, oui, j'ai exprimé par rapport à ça. Donc j'ai perdu ma maman il y a 2 ans. Et j'ai une certaine colère que je n'arrive pas à évacuer. J'ai des soucis de santé qui se canalisent sur la vue. J'ai une vision double et sur mes articulations. Et donc j'ai travaillé avec des thérapeutes qui m'ont dit que ça émanait du foie et donc le foie c'est la colère. Alors effectivement, je vois que vous avez bien écouté Michel Odoul. Oui, j'ai lu ses livres aussi. Et ça, c'est bien. Depuis le début de l'émission, j'ai entendu une auditrice qui en a parlé. Donc il fallait effectivement évacuer cette colère. Mais moi, ma question, c'est comment on l'évacue quand ça s'accumule comme ça, avec un deuil qui se fait. C'est tout récent, qui se fait. Mais avec de temps en temps de nouveau de la colère qui revient. Elle est contre qui cette colère? Eh ben, je sais pas en fait, peut-être contre maman qui m'a laissée. Donc ça, j'y ai travaillé. Excusez-moi, vous pouvez juste nous répéter ce que vous venez de dire? Contre maman qui est partie. Non, c'est pas ça que vous avez dit. Vous n'avez pas dit ça, vous avez dit contre maman qui m'a laissé. Voilà. Oui. Mais cherchez pas plus loin, vous l'avez nommé la raison de la colère. Voilà, ouais, c'est ça. Et il n'y a aucune honte et culpabilité à ça. C'est ce que vivent et ressentent 90% des gens qui perdent un être cher. Je cite d'ailleurs dans un de mes livres cette anecdote avec une patiente qui avait perdu son mari qui était décédé d'un cancer. Elle l'avait accompagné en hospitalisation à domicile. Il était mort dans ses bras et je lui ai demandé ce qui était venu à son esprit à ce moment-là et elle m'a dit en s'effondrant en larmes, « Salaud, pourquoi tu m'abandonnes ?» C'est bien sûr, c'est un sentiment qui... Alors on a honte de ce sentiment-là et tant que vous ne l'aurez pas reconnu totalement et vous avez commencé à le faire puisque c'est vous qui l'avez nommé, tant que vous ne le mettrez pas à plat sur un papier et que vous vous en débarrasserez, eh bien la colère va rester. Si cette colère reste, les conséquences, notamment effectivement au niveau de ce qui touche les énergies du foie, vont continuer à s'exprimer. Il y a quelque chose que vous avez du mal à voir. Oui, c'est ça. Mais je l'ai déjà fait, alors il faut le refaire. Le ménage de printemps, vous le faites tous les ans? Tous les ans, ouais. Le ménage du quotidien, vous le faites tous les jours? Oui. Donc il y a un certain nombre de ménages intérieurs qui ont besoin parfois d'être faits régulièrement un certain nombre de fois. D'accord. Il faut d'abord que vous acceptiez que quelque part... vous avez quel âge aujourd'hui, Charlotte? J'ai 55 ans. 55 ans, et il y a une part de vous qui est restée à un âge beaucoup plus jeune. Et votre maman, il y avait ce lien très fort. Vers une douzaine d'années d'ailleurs. Voilà. J'ai pas entendu, pardon. Vers à l'époque où vous aviez à peu près une douzaine d'années. Oui, d'accord.
Et peut-être que vous pouvez, si vous avez des photos de vous avec votre maman quand vous étiez jeune, c'est revoir toutes ces photos et revivre tous ces moments et tout ce qu'elle vous a donné, parce que je suppose que vous n'êtes pas en colère contre elle. Hein, non, pas du tout. On est bien d'accord. Donc revivez tout ça pour que ce soit peut-être plus apaisé aussi. Et puis, puis vous avez le droit d'être en colère parce que oui, elle vous a laissé, alors que pour vous n'étiez pas encore prête. Oui, c'est ça. Oui, j'étais pas prête, ouais. Vous n'étiez pas prête, et donc ça, il y a un sentiment d'injustice. Peut-être que si elle était partie quand vous aviez eu 80 ou 70 ans, vous l'auriez accepté. C'est pas pareil. C'est pas sûr. Mais peut-être pas à cet âge-là. Ça dépend le lien que vous aviez, mais envoyez-lui un petit mot dans lequel vous lui écrivez que vous lui dites vraiment au revoir et que vous la laissez partir. Et puis à ce moment-là, ça va vous permettre de revenir à vous-même et de panser les plaies. Et parlez-lui. Parlez-lui, même si parfois vous avez envie de lui dire des choses avec un peu de colère. Parlez-lui. On vient de parler du dialogue intérieur avec Françoise, mais vous pouvez avoir un dialogue avec elle. Mais même des mots de colère, alors. Mais c'est oui, pas forcément elle me manque ou. Bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Parce que c'est un travail symbolique. Hein. Vous allez parler à la représentation de votre mère à l'intérieur de vous. Et vous serez peut-être très surprise, parce qu'il y aura peut-être au moment où vous lui parlerez avec un peu de colère, un peu de vent qui va claquer la porte ou claquer la fenêtre ou un objet que vous allez trouver, qui va vous rappeler parce qu'il lui appartenait un certain nombre de choses. Ça peut vous paraître fou ce que je vous dis, mais Jung l'a d'ailleurs beaucoup montré. Jung a beaucoup travaillé sur la synchronicité. Et si vous êtes vraiment dans ce dialogue avec elle, vous aurez des signes qui vont vous aider à accepter qu'elle soit plus là, mais qu'elle soit quand même un petit peu là en vous. Oui. Et ça va apaiser votre colère. Très bien. Bon, au travail. Merci beaucoup. Bonne mais c'est vraiment important que vous intégriez là ce qui vous a été dit, à savoir que le ressenti que l'on a quand on perd un être cher, qui est à un moment donné d'être en colère après lui ou elle, et de lui en vouloir parce qu'on considère qu'il nous laisse et qu'il nous abandonne, c'est un sentiment qui est entre guillemets naturel, presque sain, puisqu'il est celui de la souffrance de la rupture du lien. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir. Donc n'entrtenez pas la culpabilité, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est là où ça devient compliqué. D'ailleurs, la preuve, c'est que comme ça dure avec une certaine intensité d'ailleurs, ça commence à impacter dans votre corps les sens qui sont ceux qui vous permettent de voir. Donc vous avez besoin de revoir clair sur cette histoire-là. Oui, de revoir clair, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Bon, très bien. Oui, mais comme je le dis souvent, n'hésitez pas à réécouter en podcast pour être sûr de bien avoir saisi toutes les informations qu'on vous a données. C'est ce que je fais. Merci Charlotte. Merci à vous, je vous embrasse. Merci à vous. Et puis c'est bien sûr une émotion forte de perdre sa mère, et on aura Pascal dans un instant qui va nous en parler également, et qui lui pleure visiblement encore beaucoup. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue avec Michel Odoul à évoquer nos émotions, et on va parler de la tristesse évidemment avec Pascal qui nous rejoint également. Merci de prendre la parole, Pascal, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, bonjour. Et merci infiniment pour votre émission qui me bouleverse beaucoup aujourd'hui. Je vous écoute régulièrement. Merci. Depuis très très longtemps, et je sais que vous êtes quelqu'un qui a apporté beaucoup, et vous êtes précieuse, en tout cas dans ma vie depuis très longtemps. Écoutez, aujourd'hui, je suis particulièrement touché, parce que c'est un petit peu compliqué de je sais pas trop par quoi commencer, à savoir que j'ai 65 ans, que j'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis quelqu'un de très positif, je suis quelqu'un qui suis plutôt à ce que l'on dit rayonnant dans la vie, et je me retrouve donc à avoir perdu mon papa en 2024, en septembre 2024, un papa qui était très âgé, où il y a eu une sensation un petit peu de soulagement de le voir partir, parce que d'abord il est parti dans la paix et j'ai pu le dire, je lui ai parlé
pour l'accompagner, et il est parti très vite. Et que derrière ça restait notre maman, une maman auquel j'ai toujours été très 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 attaché depuis toujours, et ou peut-être que beaucoup de gens, cette maman, je la pensais éternelle. Alors c'est vrai que en tant qu'adulte, je m'étais préparé entre guillemets depuis longtemps à cette espèce enfin pas cette espèce, mais en tout cas ce jour où arriverait ce départ. Et le jour où c'est arrivé, j'ai pas pu. D'abord, je n'étais pas là. Elle est partie très très vite. Après votre père, hein, bien sûr, comme 8 mois après papa. Oui, comme tout couple qui a vécu toute sa vie, et quand il y en a un des deux qui s'en va, l'autre s'éteint. Elle est partie il y a pas très longtemps, donc. Elle est partie au mois de mai. Oui. J'étais parti une quinzaine de jours avant de partir, puisque depuis 2 ans j'ai pris ma retraite, et j'avais aussi pris cette retraite pour pouvoir passer encore plus de temps vers elle, et chose que j'ai pu faire. Elle vivait en province et moi à Paris, et quand je suis parti donc pour ces vacances, je partais 15 jours. Je lui ai dit, écoute ma petite maman, je vais partir 15 jours. Elle savait que j'avais un appartement en Espagne, etc. Bon, elle se souvenait pas, peu importe. Et elle me dit, je suis contente quand tu vas revenir. Oui, je vais être là, je vais m'occuper de toi, etc., etc. Et puis 2 jours avant qu'on rentre, mes sœurs m'appellent, et en 2 heures de temps, enfin 1 heure et demie même de temps, elle est partie donc brutalement. Et je me retrouve aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire, quand la raison reprend son droit, c'est l'adulte. Et je me dis, mais bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que j'entends autour de moi. C'est beau d'être arrivé jusque là. Oui, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est la réalité. Mais comme je suis très très connecté à mon enfant intérieur, j'ai vraiment le sentiment. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens, et j'ai exprimé. Justement, dites-nous ce que vous ressentez. C'est important. Je ressens, c'est un arrachement au niveau du ventre. C'est vraiment ce côté, une déchirure, et il y a une part de vous qui est partie. Exactement. Une part de moi qui est partie, et ce ressenti est légitime, mais en même temps, la focale n'est pas bonne. Vous savez, votre mère, elle vous a fait le plus beau cadeau d'amour qu'elle pouvait vous faire, c'est de partir quand vous n'étiez pas là. Parce que comme ça, elle vous faisait le cadeau d'alléger le moment de la séparation et du départ. Alors vous l'avez vécu autrement, parce que vous l'avez vécu avec, rajouté à ce que vous venez d'évoquer, la culpabilité de me dire, voilà, elle était pas bien, etc. Moi, je pars pour m'amuser ou me reposer en vacances, alors que je la laisse toute seule. C'est pas vraiment ça, parce que justement, il n'y avait rien qui laissait présager, mis à part la tête qu'elle perdait un petit peu, mais bon, elle savait nous reconnaître ses enfants, etc. Elle n'a pas vraiment réalisé consciemment que papa était parti, parce que souvent elle nous demandait, ton père il est où? Enfin donc au départ on lui avait quand même dit, parce qu'on dit 70 ans de mariage, on ne peut pas ne pas lui dire que. Et puis au moment où on lui avait dit la réalité, donc elle a pleuré. Le lendemain, elle se souvenait plus, et elle nous demandait où était papa. Enfin bref, donc au bout de quelques semaines, on lui a même dit, écoute papa, tu sais, il était très âgé, très fatigué, il est en besoin de repos. Et puis ça s'arrêtait là, on changeait de conversation, ça s'arrêtait là. Donc quand les mois ont suivi, on l'a entouré, mes sœurs étaient là au quotidien, du personnel qui venait, des gens d'associations qui travaillaient pour elle, qui venaient à la maison. Elle était très entourée, et pas de souffrance particulière. Et avant que je parte, sans culpabilité du tout de partir pour ces 15 jours, rien ne laissait présager que j'allais revenir 15 jours après. Mais bien sûr, monsieur, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire, mais là vous parlez de ce qui se passait au niveau du champ conscient. Mais vous savez, quand vous interrogez les gens qui ont fait des comas, les gens qui ont été dans... etc., ils sont capables de vous décrire des choses dont vous n'avez même pas idée. Ils captent absolument tout. J'en suis persuadé. Tout en étant au niveau conscient, donc quelqu'un qui avait... Parce que, oui, la vie est ainsi faite que des pans de nous-mêmes se disjonctent pour ne pas accéder à une réalité qui serait trop douloureuse. Et ça, c'est le champ conscient qui fait ça. Et c'est quelque chose qui est sain et qui est protecteur. Mais dans les structures profondes de l'individu, on va même jusqu'à constater ça avec les gens qui ont Alzheimer, eh bien, ils ont parfaitement conscience de ce qui est en train de se jouer, de se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis persuadé qu'il y a une part d'elle qui avait compris. Bien sûr. Bien sûr. Et j'en parle d'autant plus facilement, si vous voulez, c'est que moi, le jour où j'ai perdu la mienne de mère, j'ai été présent, nous étions présents avec mon épouse, etc., etc. Et elle sentait bien sans doute la douleur et la souffrance qui étaient présentes chez moi.
Et donc elle a attendu que je quitte la chambre de l'hôpital pour partir, alors que j'allais revenir 2 heures après. C'est-à-dire que la personne à ce moment-là fait le choix du cadeau de ne pas être là au moment où le cordon se coupe. Moi, je peux vous raconter, quand j'ai perdu ma mère, j'étais à l'hôpital, elle allait très 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 mal. Je suis restée à côté 2 heures, et puis à un moment, je me suis dit, si je reste, de toute façon, elle ne partira pas. Je suis partie, une demi-heure après, elle était partie. C'est ça. Vous voyez, c'est ça. Pascal. Donc, il faut vraiment comprendre que c'était un cadeau qu'elle vous a fait. C'est ce que veut vous transmettre Michel. Et que vous lui avez fait le cadeau de partir. Oui. Enfin, tout ça, je le comprends bien. Tout ça, je le comprends bien. Et vous, j'entendais tout à l'heure que vous parliez justement de rentrer en contact. Ce sont des choses. Non, mais Pascal, si on revient sur cette notion de culpabilité, c'est pour que vous puissiez digérer et ne plus avoir mal au ventre. C'est-à-dire que oui, mais je crois, si je suis ce que Michel Odoul, la piste que Michel Odoul vous proposait. Hein. Oui, mais mais c'est tellement quelque part. Il y a pas un jour, il y a pas une heure où dans ce que je fais et où je me reprends avec mon souffle pour mettre. Enfin, si je suis tout seul, je me laisse alors aller. Peut-être que vous êtes enceinte de votre mère, Pascal. Il va falloir accoucher là. Oui. Non, mais il y a quelque chose de... Pascal, ça c'est une chose, c'est que dans ce qui est le champ de la psychologie d'un individu, la période de 1 an pour faire un deuil n'est pas quelque chose de hasardeux. Il faut savoir qu'au niveau inconscient, aujourd'hui, jour T ou jour J, nous projetons 1 an de notre vie à venir avec les gens qui sont présents dans ce moment-là. Donc tant que la personne est présente dans notre vie, on a une espèce de projection permanente jusqu'à 1 année avant. Il va donc vous falloir, par rapport à cette date du décès de votre mère, à peu près, grosso modo, 1 année, pour que quelque chose en vous constitue un présent et un futur dans lequel elle n'ait plus ce besoin de présence qui vous semblait être celui que vous aviez. Quoi. Oui. Et puis là arrive Noël, je pense que ça rajoute beaucoup de choses. Bien sûr. Ça fait 6 mois qu'elle est partie, c'est très peu, 6 mois. Et puis, vous aviez projeté visiblement quelque chose de fort comme avec elle, justement, après le décès de votre père. Et ce projet-là, il faut le mettre de côté parce qu'il n'est pas réalisable puisqu'elle n'est plus là. Donc il faut que vous trouviez un autre sens aussi à votre existence. Et j'imagine, me semble-t-il, que vous n'avez peut-être pas d'enfants. J'ai un fils, j'ai 7 petits-enfants. Bon. Et voyez, mais c'est quand même assez fou que je n'arrive pas quelque part pour l'instant en tout cas, je suis heureux. Bien sûr que mon fils est très important, mes petits-enfants sont très importants. Mais en même temps, on était tellement proches tous les deux, bref. Et puis vous savez, il y a une chose que je voudrais rajouter, je crois qu'il y a aussi un sens là dans tout ça, c'est que la maman que je l'avais laissée, quand je suis parti, donc avant qu'elle ne parte définitivement, j'avais ma petite maman qui avait un physique de 94 ans, avec ses rides, avec son visage, etc. Et quand j'ai pu la revoir donc ensuite au funérarium, il s'est passé quelques jours. Et là, la façon dont le funérarium avait travaillé sur le corps, j'avais une maman qui avait au moins 25 ans de moins que ce que je l'avais laissé. Je n'ai pas retrouvé quelque part, vous voyez, parce qu'elle était partie dans ma tête. Pardon ? Parce qu'elle était déjà partie et que ce qui restait, que vous avez vu là, n'était qu'une représentation... Mais c'est-à-dire qu'ils avaient tellement travaillé sur le corps, avec une coiffure qui n'était pas elle. Bon, alors c'est bien. Soyez en colère contre eux. Hein, ça va vous éviter d'être en colère contre vous-même. C'est pas faux ce que vous dites. C'est très bien. Hein, vous pouvez leur en vouloir et puis vous avez le droit de leur envoyer une lettre. N'allez pas jusqu'à faire un procès, ça va être beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Mais voyez, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire, parce que ça montre bien que on vous a pris votre mère. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Vous avez complètement raison, Brigitte. Oui, complètement raison. Je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais j'avais pas compris comme ça. Et vous avez tout à fait raison. C'est vous qui nous l'avez dit. Hein. Moi, je n'ai fait que vous écouter. Exactement. Je n'ai fait que vous écouter. Allez, il faut... Merci infiniment à tous les deux. Je vous remercie infiniment. Sachez que vous avez en tout cas une grande force en tant qu'homme. Vous êtes capable de parler de vos émotions de façon simple et ça, c'est quelque chose qui est formidable.
suis tout à fait. Et moi, je vous remercie infiniment Michel Odoul et Brigitte pour ces émissions qui sont juste toutes fantastiques. Merci infiniment. Et c'est grâce à vous, grâce à tous ceux qui savent parler d'eux avec une vérité qui est tellement importante dans notre société où on est un peu trop dans le superficiel. Notre gagnant du jour, c'est Guillaume qui habite à Nîmes et qui pourra donc jouer avec Hector, ce jouet de passage du désir. Et puis merci beaucoup Michel Odoul. C'était une émission touchante sur la fin, mais voilà comme quoi nos émotions. Ça parle tellement de nous. Bien sûr. Merci à vous. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est toujours évidemment dans toutes les librairies ou sur Internet, évidemment. Tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Et demain, on sera avec Julie Duchemin et on va voir comment on devient une sexy lady. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.